Chers amis, bonjour. Je vous présente aujourd'hui une forme d'investissement dans l'immobilier direct, sans gestion et sans fiscalité. Il s'agit de l'investissement en nue propriété immobilière. L'investissement en nue propriété immobilière permet d'acheter un bien immobilier en encaissant immédiatement, sous la forme d'une forte réduction du prix, l'équivalent de 15 à 20 ans de loyer sans impôt. On en déduit immédiatement que l'investissement en une propriété immobilière est plus rentable que l'investissement immobilier classique sur le même bien. Voyons maintenant le principe de la nue propriété adossée à un usufruit locatif social. Le point de départ est une pleine propriété, c'est-à-dire une propriété au sens où on l'entend ordinairement. Cette pleine propriété fait l'objet d'un démembrement temporaire d'une durée qui est en général comprise entre 15 et 20 ans. Le démembrement temporaire veut dire que la pleine propriété est scindée en deux types de sous-propriétés qui sont l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit est acheté dès le départ par un bailleur institutionnel, c'est-à-dire un organisme dont la vocation est de loger les salariés et les fonctionnaires, et la nue propriété sera achetée à des investisseurs privés, c'est-à-dire des ménages, vous-même par exemple. Au terme du démembrement temporaire, l'usufruit temporaire cesse, c'est-à-dire que le bailleur institutionnel perd le droit d'utiliser l'appartement à ses fins propres, en l'occurrence pour le louer, et cet usufruit rejoint automatiquement la nue propriété qui se transforme de ce fait en pleine propriété. Autrement dit, notre investisseur en nue propriété, au terme du démembrement temporaire, va voir sa nue propriété se transformer en pleine propriété et par conséquent verra la valeur de son bien augmenter puisqu'il n'avait payé que la nue propriété qui est moins chère que la pleine propriété et sans qu'il ne fasse rien, au bout de 15 ans, ou un petit peu plus selon les opérations, son bien deviendra une pleine propriété avec une valeur de pleine propriété. Examinons maintenant le sous-jacent de ce schéma. On a vu que le schéma repose sur la présence d'un bailleur social ou bailleur institutionnel, c'est la même chose. La question est donc pourquoi avoir choisi un bailleur institutionnel comme usufruitier, sachant qu'on aurait pu prendre d'autres usufruitiers, puisque toute personne morale ou physique peut être usufruitier dans une opération comme celle-ci. Alors le choix du bailleur institutionnel amène à l'investisseur en nue propriété beaucoup d'avantages. Le premier élément, c'est que le bailleur institutionnel est une profession de la gestion immobilière, ça c'est une évidence, et que de ce fait, il pourra entretenir parfaitement le bien dont il usera pendant 15 ou 20 ans, pendant la durée du démembrement temporaire. Il est donc tout à fait qualifié pour mettre en vigueur un plan d'entretien, des travaux, assurer le bien et, de manière générale, l'ensemble des charges de maintien du bien et de location de ce bien. D'autre part, ces bailleurs institutionnels sont des fonds étatiques ou des fonds de type institutionnel, d'où le nom, par exemple le 1% logement. Ces fonds sont alimentés de manière obligatoire, soit par les impôts, soit par des prélèvements obligatoires comme le 1% logement. Donc la solvabilité de ces fonds est totale, ce qui bien sûr est un élément de sécurisation de l'opération qui, in fine, va bénéficier à celui qui a acheté la nue propriété. D'autre part, il existe, dans le cadre de la convention de démembrement, une note qui prévoit que le bailleur institutionnel prendra à sa charge l'ensemble des travaux pour l'ensemble des appartements concernés, visés donc à l'article 606 du Code civil, c'est-à-dire les gros travaux, si ceux-ci venaient à devoir être effectués. Élément également à souligner, c'est que le bailleur institutionnel a de manière claire une mission de service public, ce qui veut dire qu'il n'a pas vocation à maximiser son profit, ce qui garantit non seulement l'intérêt des locataires, mais garantit aussi l'intérêt de l'investisseur qui achète la nue propriété, à savoir que
la présence d'un intervenant de type avec une mission de service public garantit dans la répartition des valeurs entre l'usufruit et la nue propriété un équilibre qui correspond à la réalité. Élément fiscal intéressant, c'est que le caractère social de l'usufruitier, donc ici c'est le cas, entraîne la possibilité pour le nu propriétaire de déduire les intérêts d'emprunt, dans le cas où il a acheté à crédit, de ses revenus fonciers s'il a des revenus fonciers. Autrement dit, cela permet de faire une défiscalisation des revenus. Ensuite, du point de vue de la pertinence de l'opération locative et économique pour celui qui investit en nue propriété, eh bien, le fait qu'il y ait dès le début dans cette opération un bailleur social signifie qu'il existe une demande importante de logements non satisfaite, puisque les bailleurs sociaux sont précisément là pour fournir des logements aux salariés, et que, par conséquent, le schéma de la nue propriété adossée à l'usufruit locatif social ne fonctionne de pertinence que dans les zones à forte pression foncière. Forte pression foncière, ça veut dire également forte activité économique, donc ça veut dire pérennité du potentiel de valorisation du bien dans la durée, ce qui est un aspect qui concerne là directement l'investisseur en nue propriété. Alors, dans ce schéma, quelles sont les parties en présence ? Eh bien, à l'origine, on trouve une collectivité locale, c'est-à-dire une commune, une ville, qui enregistre un besoin de logement pour loger des concitoyens qui sont salariés ou qui sont fonctionnaires et qui ne trouvent pas d'offres locatives à la hauteur de leurs ambitions. Donc cette collectivité locale va se tourner vers un promoteur pour construire des logements, et le promoteur, de manière idéale, va se tourner vers ce qu'on appelle un opérateur ULS, donc un opérateur en usufruit locatif social, c'est-à-dire le bailleur institutionnel, pour lui demander de participer à l'opération en achetant les usufruits. Dès lors que le schéma est bouclé, on aura donc le démembrement que l'on a vu au début, qui permet de vendre l'usufruit à l'opérateur ULS et de vendre les nues propriétés à des investisseurs privés. Comme dans tout investissement, se pose pour l'investisseur la question des sécurités de son opération. Voyons donc quelles sont les sécurités d'un investissement en nue propriété. La première étape est celle de l'acquisition. Et là, nous avons une sécurité absolument évidente qui tient au fait que l'investisseur ne paie que la partie du prix qui correspond à la nue propriété. Autrement dit, l'investisseur va mettre sur la table ou empruntera moins d'argent que s'il achetait la pleine propriété. Moins on met d'argent dans une opération, que ce soit le départ de l'investissement, moins on est exposé au risque, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'investisseur ne paie pas ? Puisqu'il ne paie qu'une partie de la pleine propriété, eh bien ce qu'il ne paie pas, c'est l'équivalent des loyers qu'il aurait perçus pendant la période de démembrement s'il avait acheté le bien en pleine propriété et qu'il l'avait loué. C'est-à-dire, c'est très exactement le calcul de la valeur de l'usufruit. Et donc ça, c'est ce que paiera l'usufruitier. Donc du fait que l'investisseur en nue propriété ne paie pas cette séquence de loyer, c'est exactement la même chose que s'il percevait à l'achat, que s'il achetait en nue propriété et qu'on lui versait à l'achat. Pardon, c'est la même chose que s'il achetait en pleine propriété et qu'on lui versait immédiatement l'équivalent des 15 ans, 15, 18, 20 ans de loyer défiscalisé sous la forme de réduction du prix. Cet aspect est absolument essentiel puisque c'est sur lui que repose toute la logique financière de l'opération et la performance de l'opération. La possibilité de percevoir immédiatement l'équivalent des loyers qui correspond à la période de démembrement et que ce sont des loyers non fiscalisés. Et ça, c'est essentiel également.
Alors voyons ce qui se passe maintenant pendant la période de démembrement. Eh bien, c'est une évidence de le dire, puisque l'investisseur en nue propriété ne loue pas lui-même le bien, étant donné que cette location est réservée à l'usufruitier qui a payé pour cela. Tout ce qui touche en termes de risques et de contraintes au fait de louer épargne complètement notre investisseur en nue propriété. Donc on peut dire que la gestion et le risque locatif sont transférés auprès des usufruitiers par la convention de démembrement. De ce fait, aucune charge ni dépense imprévue pour l'investisseur en nue propriété, et toutes les charges, et en particulier les impôts et taxes et risques locatifs, sont supportés par l'usufruitier. De même en ce qui concerne l'entretien du bien. On a vu tout à l'heure que les grosses réparations prévues à l'article 606 du Code civil sont à la charge de l'usufruitier, mais également les petites, puisque c'est lui qui est responsable du bien pendant la période où il exploite de manière locative. Et d'ailleurs, c'est lui qui en a l'usufruit, puisqu'il a acheté cet usufruit. En fin de période locative, c'est-à-dire quand l'usufruit temporaire va s'éteindre, et que l'usufruit va donc rejoindre, sans frais ni taxes, la nue propriété qu'a acquis notre investisseur, le bien qui était loué sera remis en état par le bailleur institutionnel et sera en l'occurrence remis en bon état d'habitabilité. Ça veut dire qu'il sera remis dans l'état où il était au départ. Bon, la plupart des opérations de démembrement sont des opérations qui se font sur du neuf, donc le bien sera remis dans un état neuf. Alors, je vous l'ai déjà dit, la durée du démembrement varie de 15 à 20 ans, mais ça ne veut pas dire que l'investisseur est bloqué pendant 15 à 20 ans. Il conserve en effet la possibilité de vendre son bien en nue propriété à tout moment. Et comment fait-il pour vendre? Tout simplement en mettant son bien à la vente sur le second marché, c'est-à-dire sur le marché des nues propriétés d'occasion. Il peut faire cela d'autant plus facilement que le fait de vendre son bien en nue propriété ne lui fait perdre aucun des avantages fiscaux qu'il a accumulés. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il ne payait pas de loyer il ne payait pas d'impôt sur l'équivalent des loyers qu'il encaisse au début. La taxe foncière, c'est pas lui qui la paie, hein, c'est du fruitier. Donc le fait de vendre ne change rien à cela. Les acquis que le nu propriétaire a eu jusqu'au moment où il vend lui sont conservés. Il sera d'autant plus facile de trouver un acquéreur que les acquéreurs vont bénéficier des mêmes avantages que le premier nu propriétaire qui a investi. Non seulement ils ont les mêmes avantages, mais en plus, ils vont s'engager pour une durée d'usufruit qui sera plus réduite, puisque bien évidemment, la durée d'usufruit sera celle qui reste au moment où le primo-investisseur fera sa vente. Récapitulons maintenant l'ensemble des sécurités pendant toute la séquence de conservation de la nue propriété immobilière. À l'acquisition, nous l'avons déjà vu, l'achat en nue propriété se fait avec une décote, laquelle décote correspond au montant des loyers qui serait perçu si le nu propriétaire pouvait louer pendant la durée du démembrement qui commence à ce moment-là. Et ce montant de loyer qui serait perçu lui est payé immédiatement, et c'est cela qui correspond à la décote. Pendant la période de détention, c'est-à-dire pendant la durée du démembrement, nous avons vu qu'il n'avait aucun travaux à la charge du nu propriétaire, puisque c'est l'usufruitier qui supporte tout. Il n'y a aucune fiscalité, c'est normal, puisque, s'il faut bien comprendre, c'est que la décote qui correspond à la location pendant la durée du usufruit, cette décote qui génère donc le prix réduit, est une réalité économique, mais il n'y a pas de location, juridiquement il n'y a pas de location. Donc puisqu'il n'y a pas de location, il n'y a pas de fiscalité sur des loyers qui sont des loyers fictifs. Et donc la différence entre la valeur de la pleine propriété qui sera celle dont bénéficiera notre investisseur
lorsqu'à la fin de la période de démembrement, l'usufruit qui a été abandonné par l'usufruitier, le bailleur social, rejoindra sa nue propriété, et, eh bien la différence entre cette valeur et son prix d'achat, c'est-à-dire le prix de la nue propriété, c'est une valorisation mécanique ou automatique, comme on voudra, et il est important de retenir que cette valorisation automatique n'est pas fiscalisable. Le fisc ne considère pas que cette valorisation est une plus-value, alors que économiquement c'est une plus-value. Pour sortir, toutes les hypothèses sont sécurisées, puisqu'on peut bien sûr revendre comme on vient de le voir. Si on veut garder le bien, eh bien, soit on va l'habiter, soit on va le louer sans aucune restriction, puisqu'on est là sur des marchés totalement libres. Eh bien, la conclusion de tout ce que nous venons de voir, c'est que l'investissement en nue propriété est une solution très simple et facile pour investir dans l'immobilier. Plus simple que cela, je ne vois pas ce que cela pourrait être. Enfin, si, il y a aussi simple, peut-être même plus simple que l'investissement en nue propriété, c'est l'achat de parts de SCPI, dont je vous ai déjà parlé, mais qui ne sont pas l'objet de cette vidéo. Ce schéma illustre la mécanique d'enrichissement pour l'investisseur en nue propriété. Au départ, la valeur en pleine propriété est à ce niveau-là. La valeur en nue propriété va être à ce niveau, puisqu'il y a une différence donc de valeur entre la nue propriété et la pleine propriété, la nue propriété étant sensiblement moins élevée que la pleine propriété. On a une valeur d'usufruit qui est à ce niveau, et on remarque que cette valeur d'usufruit, ça correspond exactement à la différence de valeur entre la pleine propriété et la nue propriété, puisqu'on a vu que on a toujours une valeur de pleine propriété qui est égale à la valeur de la nue propriété plus la valeur de l'usufruit. Au fur et à mesure que le temps passe et qu'on s'approche de la fin de la période de démembrement, qui est dans cet exemple de 15 ans, eh bien, la valeur restante de l'usufruit diminue pour arriver à 0 au bout de 15 ans, tout simplement parce que le bailleur institutionnel qui a acheté l'usufruit ne peut plus se servir de cet usufruit. Et donc, au fur et à mesure que la valeur de l'usufruit diminue, ce que l'on voit ici, eh bien, on a une valeur de la nue propriété qui, elle, augmente de manière parfaitement symétrique à la baisse de la valeur de l'usufruit. Si bien que, au bout de 15 ans, la valeur de la nue propriété qui était à ce niveau-là se trouve maintenant à ce niveau-là. Et la différence représente évidemment exactement le montant de l'usufruit. Mais pour l'investisseur en nue propriété, ce n'est pas la seule source de gain. Il y a aussi le fait qu'on se trouve sur de l'immobilier, que c'est sur de l'immobilier qui est conservé pendant une période assez longue, puisqu'on est au moins sur 15 ans, et que sur ce type de période, on a une valorisation économique, ou une valorisation du marché immobilier, si on préfère, qui a toujours été vérifiée. On peut imaginer que l'immobilier baisse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, ce qui est arrivé de manière exceptionnelle, ou même pas d'ailleurs, puisque pendant la crise des années 90, il n'y a pas eu 50 baisses. Et de toute manière, après, l'immobilier reprend et suit une croissance qui est au minimum égale à l'inflation. C'est ce que représente cette partie du schéma qui correspond donc à la valorisation du marché pendant la durée du démembrement et qui est représentée par le triangle en bleu foncé. Voilà donc schématisé la mécanique du rendement pour l'investisseur en nue propriété. Et à ce stade, il est bon de rappeler, de souligner que ce rendement se trouve amélioré par rapport à ce que serait un investissement, au rendement dans un investissement classique. C'est parce que ce rendement que l'on obtient là ne subit pas l'impôt. Du moins, le rendement, il tient au fait, on l'a vu, que la valorisation mécanique qui correspond donc au loyer de la période de démembrement est une valorisation qui n'est pas amputée par une imposition de ces loyers fictifs,
ce qui est très important. On a vu également que les autres impôts ne concernent pas l'investisseur en propriété, puisque la taxe foncière reste à la charge de l'usufruitier, c'est-à-dire du bailleur institutionnel. Puisqu'il n'y a pas de loyer pour l'investisseur en propriété, eh bien, il n'y a pas d'impôt sur ces loyers. Je viens de rappeler cela. Il n'y a pas non plus de prélèvements sociaux. Lesquels prélèvements sociaux sont depuis 2018 à 17,2% par an. La plus-value réalisée par le passage par la reconstitution de la pleine propriété à partir de la nue propriété grâce à la récupération de l'usufruit dont ne peut plus bénéficier le bailleur institutionnel, cette plus-value n'est pas considérée par le fisc comme une plus-value, bien que du point de vue économique, ce soit effectivement une plus-value. Ce qu'on a payé 60 et qui se met subitement à valoir 100, c'est bien une plus-value. Eh bien, cette plus-value n'est pas taxable. Par rapport à l'ISF, aujourd'hui on parle de l'impôt sur la fortune immobilière, la nue propriété n'est pas considérée comme un actif taxable à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, une opération en nue propriété ne donne pas lieu à impôt sur la fortune immobilière. On peut également avoir des stratégies carrément de défiscalisation, en tout cas quand on a des revenus fonciers existants. Et puis, faut-il le souligner, on se trouve hors du plafond global des niches fiscales, puisque l'achat en nue propriété n'est pas une niche fiscale. Alors cela fait beaucoup d'avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'on a la totalité des avantages fiscaux possibles, que l'on peut séparer en deux catégories, le fait d'être sur un type d'investissement qui ne génère aucune fiscalité nouvelle, et également sur un type d'investissement qui, dans certains cas, peut agir sur la fiscalité, c'est-à-dire peut réduire la fiscalité et être utilisé comme un investissement défiscalisant. Donc, ne génère aucune fiscalité nouvelle, pas d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux, ne rentre pas dans la base taxable à l'IFI, et la taxe foncière est à la charge de l'usufruitier, c'est-à-dire du bailleur social. Agir sur une fiscalité existante, eh bien, on peut défiscaliser des revenus fonciers lorsque l'investissement est réalisé à crédit. Cela est stipulé dans le Code général des impôts, en l'occurrence, c'est l'article 31.1, premièrement, D du Code général des impôts. Et on peut également utiliser le fait que la nue propriété immobilière ne soit pas un actif taxable ISF pour, lorsqu'il est financé de manière adéquate, se servir de cet investissement pour carrément réduire la base taxable ISF. Et pour rappel, il est en dehors du plafond des niches fiscales. Donc à partir de tous ces éléments, de tous ces tenants et aboutissants de l'investissement en nue propriété immobilière, et notamment de ses avantages fiscaux, on conçoit qu'il puisse être un outil important dans une stratégie patrimoniale. Alors, cela peut être une indication utile si vous découvrez ce type d'investissement. Quel est le profil ordinaire des investisseurs en nue propriété? Bon, c'est à peu près tout le monde, mais en particulier, il y a deux profils qui dominent, voire trois. C'est d'une part les personnes qui souhaitent se bâtir un patrimoine immobilier hors de toute fiscalité, car bien évidemment, le patrimoine immobilier, on le bâtit d'autant plus facilement, d'autant plus vite qu'on n'est pas fiscalisé pendant qu'on le fait. Ce sont également les personnes qui préparent leur retraite, et j'en parlerai rapidement dans les minutes qui suivent. Et ce sont également les personnes qui souhaitent mettre en œuvre une certaine optimisation fiscale de leurs revenus fonciers. Alors, préparer sa retraite. Préparer sa retraite avec de l'investissement en propriété immobilière, c'est basé sur l'idée que quand on achète aujourd'hui
un patrimoine immobilier en vue d'en tirer des revenus locatifs, donc des revenus immobiliers pour sa retraite, eh bien, il va être intéressant d'avoir des revenus lorsqu'on sera à la retraite, mais avant d'être à la retraite, en tirer des revenus n'est pas forcément intéressant si on est déjà dans une tranche fiscale euh, du barème de l'impôt sur le revenu élevé, parce que ces revenus seront fiscalisés au taux de notre tranche fiscale, majoré de 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc il est assez judicieux d'investir sur la nue propriété immobilière dans le cadre d'un démembrement qui cessera à peu près au moment du départ en retraite. De la sorte, pendant les années qui précèdent la fin du démembrement, donc la fin du départ en retraite, on a la nue propriété, on ne subit aucune fiscalité sur le bien comme on vient de le voir de manière assez large. Et lorsque le démembrement cessera et qu'on récupérera sans frais et sans taxe l'usufruit qui sera adjoint à notre nue propriété pour avoir une pleine propriété, à ce moment-là, on pourra louer dans les conditions que l'on souhaite, puisqu'on n'est pas du tout sur des lois de défiscalisation, et donc on n'est pas du tout sur des restrictions de loyer. Donc le deuxième usage important, c'est la possibilité d'épargner sur un sous-jacent immobilier, ce que j'ai signalé rapidement il y a une minute. Là encore, l'aspect fiscal est essentiel, puisque épargner sur un sous-jacent immobilier qui n'est pas fiscalisé, ce n'est pas la même chose qu'épargner sur le même sous-jacent immobilier qui est fiscalisé. Et c'est notamment la même chose que l'on se trouve encore une fois dans une tranche d'impôt élevée, ce qui est souvent le cas des personnes qui ont les moyens de faire des investissements immobiliers. On peut également défiscaliser en particulier des revenus fonciers, à condition de faire un achat à crédit. Et puis, c'est un aspect que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, on peut optimiser avec la nue propriété immobilière la transmission de patrimoine. L'idée est simple, c'est que la valeur patrimoniale de la nue propriété étant moins importante que la valeur de la pleine propriété, si on transmet sous forme de donation ou sous forme d'héritage un bien en nue propriété, eh bien l'héritier ou le donataire va être taxé pour cet avantage sur la base de la valeur de la nue propriété, non pas de la pleine propriété. Par contre, au bout de quelques années, quand on sera à la fin de la période de démembrement et donc cessera l'usufruit au profit du bailleur institutionnel et que cet usufruit rejoindra la nue propriété de l'héritier et du donataire, eh bien celui-ci se retrouvera avec un bien nettement plus important en valeur, alors même qu'il m'aura payé au titre des droits de succession ou de mutation qu'une somme moins importante, puisque cette somme a été calculée sur la base d'une valeur taxable moins importante. Contactez-moi pour maîtriser, utiliser ces stratégies d'emploi selon vos objectifs. En effet, les questions qu'on peut être amené à se poser pour passer à la pratique en matière d'investissement en nue propriété immobilière sont assez nombreuses et toutes importantes. Par exemple, il faut savoir optimiser les résultats d'un investissement en nue propriété immobilière. Pour cela, faut-il payer avec un apport? Faut-il emprunter? Sur quelle durée? À un moment donné, on va être obligé, bien sûr, de comparer entre eux des investissements en nue propriété. Et pour comparer efficacement des investissements en nue propriété, eh bien, il faut connaître les critères de bon investissement en nue propriété immobilière et quels sont dans les éléments qui caractérisent chaque investissement, quels sont ceux qui ont un impact important sur la performance finale. On va être amené forcément à se demander où investir, c'est-à-dire quelle ville privilégier. Est-ce qu'il faut donner la priorité à la qualité de l'emplacement, à la pérennité de l'emplacement, au potentiel de valorisation à travers l'emplacement, ou à la réduction immédiate que l'on a lorsqu'on fait l'investissement en nue propriété? Cela pose la question des fournitures, autrement dit, comment accéder au programme des bons opérateurs nationaux, et si possible des meilleurs.
Je vous ai parlé de la possibilité de revendre. La possibilité de revendre veut dire que si certains revendent, d'autres achètent. Il peut donc être intéressant d'acquérir ces nues propriétés immobilières, non pas sur le marché du neuf, mais sur le marché de la revente. D'où la question, les nues propriétés à la revente sont-elles plus intéressantes que les nouvelles opérations? Là aussi, cela s'apprécie à travers un ensemble de critères objectifs. Vous l'avez vu, vous pouvez réduire votre IFI, en tout cas je vous l'ai signalé, votre impôt sur la fortune immobilière grâce à un investissement en une propriété immobilière. Comment cela se fait-il? Comment cela fonctionne-t-il? Et concrètement, comment s'y prendre? Et puis, l'investissement en une propriété immobilière, je vous l'ai dit d'ailleurs dès le début de cette vidéo, c'est une façon d'investir en direct dans l'immobilier. Et qui dit investissement direct dans l'immobilier dit budget conséquent, puisque même en investissant sur un petit appartement, par exemple un T2 ou même un studio, dès lors qu'on est dans des villes à fort potentiel immobilier, on est tout de suite sur des prix significatifs. Et si on n'a pas le budget, ou si on ne souhaite pas consacrer un budget important à une première opération d'investissement en une propriété, il y a un problème. À ce moment-là, c'est clairement difficile. Cependant, il existe une façon peu connue d'investir en une propriété qui est compatible avec des budgets limités ou voire des budgets très précisément définis. Alors, cette façon, qui est très intéressante par son côté encore plus simple et encore plus pratique que l'investissement en une propriété immobilière tel qu'on le voit depuis le début de la vidéo, eh bien cette façon, faut-il la préférer à l'investissement en une propriété immobilière en direct? Donc pour toutes ces questions, on est forcément en partie dans de l'individuel, puisque beaucoup de ces questions auront pour réponse des réponses influencées par la situation patrimoniale, fiscale et familiale de celui qui la pose. Pour avancer dans vos projets, contactez-moi. Alors pour rappel, si vous faites partie de ceux qui me suivent depuis plusieurs années, j'ai rédigé un ouvrage que vous pourrez trouver sur Amazon, qui est consacré à différentes façons d'investir dans l'immobilier sans gestion et de manière performante. Cet ouvrage est souvent sans fiscalité. Cet ouvrage s'appelle Les 3 secrets de l'immobilier rentable. Vous pouvez donc le trouver sur Amazon simplement en inscrivant dans le moteur de recherche d'Amazon 3 secrets de l'immobilier rentable. Donc n'hésitez pas